Le statut de Rome, c'est d'abord une reprise d'un certain nombre de définitions, mais c'est ensuite l'idée de les incorporer dans un processus qui est destiné à sanctionner les manquements, un processus pénal. Et c'est ça, évidemment, je ne suis pas en train d'inventer le fil à couper le beurre, tout le monde le sait, la nouveauté fondamentale de cette fin du XXe siècle, c'est l'apparition de cette justice pénale internationale qui a commencé avec les tribunaux ad hoc, Yougoslavie, Rwanda, Sierra Leone, etc., Liban, j'ai pas de un mot hier, et puis la Cour pénale internationale qui est la première juridiction à vocation universelle, elle est très loin d'être universelle pour le moment, mais elle a vocation à le devenir, et permanente, qui n'est pas créée après un conflit pour juger les responsables du conflit, mais qui est créée au départ pour s'occuper du futur, et qui a vocation à exister pendant les conflits dont elle s'occupera. Donc c'est un tournant dans l'histoire du droit international, c'est un tournant qui a été réclamé pendant des décennies, certains disent des siècles. Je crois qu'au siècle des Lumières, les Grotius, les Kant, les Voltaire parlaient déjà de certaines infractions. Voltaire distinguait les délits locaux et puis les infractions, les crimes qui heurtent la conscience de l'humanité tout entière. Quelqu'un m'a assuré l'autre jour que Kant parlait d'une cour pénale internationale dans un de ses textes, ça m'a un petit peu surpris. En tout cas, ça fait des décennies que c'était attendu, elle est là, et évidemment, quand une idée qui était dans les terres s'incorpore dans du papier et dans des processus et dans de la bureaucratie, forcément tout le monde est déçu, c'est la nature des choses. Et c'est une cour qui existe sur le papier depuis 98, ça fait 10-11 ans, qui a commencé à s'organiser en 2002 lorsqu'elle a atteint lorsque le statut de Rome a atteint le nombre de ratifications nécessaires pour commencer à être mis en place, quand on installe des gens dans des bureaux en leur disant vous êtes la Cour pénale internationale et qu'on leur mette des robes en disant vous êtes les juges de la Cour pénale internationale, c'est à vous maintenant de juger les génocidaires. Ça a commencé en 2002, ça a commencé avec un procureur qui a commencé ses enquêtes à partir de 2002-2003, et on n'est qu'en 2009. Pardonnez-moi de dire, je vais le répéter un certain nombre de fois peut-être dans le quart d'heure qui vient, il est trop tôt pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Il est évident qu'on est déçu, il est évident que, j'ai entendu dire hier, cette justice pénale internationale, aucune plainte contre les puissants n'a jamais abouti. C'est absolument vrai. Et je vais revenir dans un instant, il y a des raisons pour ça. Et aucune plainte contre les faibles non plus. Aucune plainte tout court n'a encore jamais abouti pour la Cour pénale internationale. Elle n'a encore prononcé aucune condamnation, aucun jugement. C'est lent, c'est vrai, mais pour le moment, on en est là. Elle a ses 4 premières affaires qui débutent. Et on en est là, et attendons la suite. Dunant travaillait pour les générations suivantes. Dunant, on est aujourd'hui en train de travailler sur ce que faisait Dunant. Je crois qu'il faut être un tout petit peu modeste et se souvenir qu'en ce début du XXIe siècle, où la Cour pénale internationale est dans son berceau, on travaille pour nous un petit peu, pour les victimes africaines, les victimes de toutes les violations du droit humanitaire, les victimes d'aujourd'hui, bien sûr, autant qu'on peut, mais on travaille surtout pour l'avenir, pour les décennies qui viennent. Alors, je voulais commencer en disant que j'étais d'accord avec le constat, le constat qui a été fait hier par Daniel Lago, par d'autres. On est encore dans une société internationale gouvernée par les rapports de force, gouvernée par la politique, pas par le droit. Je pense que ça ne va pas changer. Je pense que les sociétés internes nationales ont vocation à rester gouvernées par la politique et pas par les juges. Je ne vois pas pourquoi, quand on s'écarte de l'État-nation et qu'on passe à l'échelle de la planète, il faudrait que les juges prennent le pouvoir. Non, je pense que la société internationale doit faire une place aux juges qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent, et ça c'est une place que les juges doivent occuper, et nous autres ONG, et peut-être vous autres, on est là pour pousser les juges à occuper toute leur place, si c'est possible, mais la société internationale restera régie par les États, par la politique. Si ce n'est pas les États, ça sera de nouvelles formes politiques, organisations intergouvernementales, mais le dernier mot revient toujours à la politique, et il ne revient pas au droit. Je suis assez d'accord sur ce point avec Géraud de la Pradelle qui, je crois, exprimait cette idée hier. Donc, d'accord sur ce constat, la société internationale est encore aujourd'hui, et pense pour longtemps, gouvernée par le politique et encore par les rapports de force. Les puissants ont le dernier mot, plus souvent que les faibles. Bien. Le droit, c'est une formule que j'ai apprise sur les bancs de l'université il y a bien longtemps, avec un maître qui l'a dans la salle. Le droit est le résultat des rapports de force, et mon maître l'a redit hier.
le résultat est le fruit d'un rapport, le droit est le fruit d'un rapport de force. Le droit est voté par des assemblées législatives qui sont des organes politiques. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut qu'on dise « Ah bah, puisque les puissants ont toujours le dernier mot, arrêtons tout ». Moi je dis, c'est le message essentiel que je voulais essayer de porter ce matin, attention aux conséquences qu'on en tire. On parle d'un processus qui est en cours de construction, qui est balbutiant et qui est fragile. La Cour pénale internationale vient de s'attaquer, bien en tête, à son premier chef d'État, sa première proie un peu importante et difficile à digérer, difficile à avaler, difficile à attraper même. Évidemment, je parle de Béchir, président soudanais. Évidemment, comme c'était absolument prévisible, s'attaquant à sa première proie de cette ampleur, tout de suite, elle est mise en cause par... J'étais la semaine dernière à Biarritz à une réunion de travail comme celle-ci, de réflexion de l'Union internationale des avocats. Il y avait parmi nous François Cantier, qui est le président d'Avocats sans frontières, qui appelait ça, j'aimais bien son expression, le gang des voyous. Attention à qui, en ce moment, tient les discours les plus rudes sur la Cour pénale internationale. Qui sont ceux qui disent « cette Cour de puissants qui veut juger les faibles ». François Cantier les appelait le gang des voyous. Et là, j'ai un désaccord fondamental avec Daniel Lago, qui hier nous parlait des prises de position de l'Union africaine, en disant finalement l'Union africaine, quand elle serre les rangs autour de Béchir, Daniel, si je déforme tes propos, tu me corrigeras, mais il faut l'entendre parce qu'elle réclame l'égalité. Elle réclame que toutes les victimes soient égales, qu'un mort africain ou un mort irakien plutôt ne vaille pas moins qu'un mort africain, qu'un chef d'État américain soit aussi susceptible d'être dans le collimateur qu'un chef d'État africain, etc. Si c'était ça que l'Union africaine avait dit, et si c'était ça la critique, à la limite, je serais entièrement d'accord avec cette critique-là, mais les prises de position de l'Union africaine, elles sont scandaleuses et inacceptables, et on ne peut pas les laisser passer, et on ne peut pas laisser croire, et c'est surtout ça que je veux vous dire à tous aujourd'hui ce matin, on ne peut pas laisser croire aux gangs des voyous qu'on serait leurs alliés objectifs en tenant le même discours qu'eux. L'Union africaine, elle vous dit effectivement égalité de tous devant la justice. Et comment ne pas être d'accord avec ça? Mais pour dire ça, lisez ce qu'elle dit dans le détail. L'Union africaine, elle demande qu'on rétablisse les immunités. Un des points fondamentaux du statut de Rome, c'est qu'il n'y a plus d'immunité. Devant les droits internes, devant les juges internes, juger un chef d'État étranger, on considère que c'est une atteinte à la souveraineté de l'État étranger et qu'on ne peut pas le faire. Les chefs d'État étrangers, les diplomates étrangers, les ministres des Affaires étrangères étrangers bénéficient devant les tribunaux français d'une immunité de juridiction et on ne peut pas les juger en France. Bon, il y a des... toute petite parenthèse pour dire que même ça, c'est discuté. Il y a des éminents auteurs qui écrivent que pour certains types de crimes comme le génocide, les crimes contre l'humanité, on devrait faire sauter les immunités même en droit interne. Je referme la parenthèse, c'est pas le débat du jour. Mais en tout cas, dans le statut de Rome, c'est inscrit. Aucune immunité n'est opposable à la Cour pénale internationale et les chefs d'État africains nous disent, l'Union africaine nous dit, il est inacceptable que la justice s'attaque à des chefs d'État. Donc, on revendique le rétablissement des immunités. On revendique un contrôle plus fort du Conseil de sécurité sur le travail de la Cour pénale internationale. C'est l'article 16 du statut de Rome, qui est un article contre lequel un certain nombre d'ONG se sont battus à Rome en 1998, qui est l'article qui dit que le Conseil de sécurité peut, pour les besoins du maintien de la paix, décider qu'il est opportun de geler pendant une durée maximum d'1 an, éventuellement renouvelable, une procédure de la Cour pénale internationale. Cet article 16 n'a jamais été mis en œuvre, heureusement. Et à chaque fois qu'on a laissé entendre que telle ou telle chancellerie suggérait du bout des lèvres que peut-être ça serait opportun que la Cour pénale internationale elle ralentisse un petit peu son activité sur l'armée de libération du Seigneur en Ouganda, par exemple. Les ONG sont montées en créneau en disant « mais attendez, c'est hors de question, vous ne pouvez pas, Conseil de sécurité, empêcher la Cour pénale internationale de travailler sur l'Ouganda sous prétexte qu'il y a une réunion de négociation entre les belligérants dans un mois ou deux. » Alors on voit aujourd'hui l'Union africaine reprendre le flambeau de l'article 16 et revendiquer la mainmise du Conseil de sécurité, donc des puissants, sur le travail des juges,
quand vous dites que finalement ce que dit l'Union africaine est légitime, faites attention à ce que vous dites. Vous êtes en train de légitimer le Conseil de sécurité. Et je sais bien, Daniel, que ce n'est pas ton intention. Mais je dis, fais attention à ce que tu dis. Quand les chefs d'État africains vous disent on va refuser, c'est ce que l'Union africaine a dit au niveau de sa réunion des chefs d'État à Sirte, présidée par Kadhafi, je crois que c'était le 2 ou 4 juillet 2009, quand l'Union africaine a dit, eh bien non, nous refusons d'appliquer le mandat d'arrêt contre Béchir, nous croisons les bras et nous refusons de coopérer avec la Cour pénale internationale, pardonnez-moi, mais c'est rien moins que scandaleux. On ne peut pas accepter de dire que, d'accord, il y a une Cour pénale internationale, dans le statut, quand on ratifie, on s'engage à exécuter les décisions de la Cour, et puis à la première qui vous plaît pas, on dit, bah non, celle-là, je l'exécute pas. On ne peut pas adhérer à ce discours-là. On ne peut pas dire, ce discours-là mérite d'être entendu. Je m'inscris absolument en faux, et je vous invite à faire attention, encore une fois, à ne pas vous faire les alliés objectifs du gang des voyous. Un club de chefs d'État africains, ce sont des gens respectables, en tant que chefs d'État ils sont respectables, mais dire aujourd'hui, parce que Béchir est président du Soudan, et on aurait préféré que ça commence par Bush, président américain, et bien donc, puisque ça n'a pas commencé par Bush, on ne va pas jouer le jeu pour Béchir. Moi je ne peux pas penser que des penseurs, des intellectuels, des ONG, de la société civile, des gens qui sont censés façonner l'opinion et influer sur les politiques, je ne peux pas accepter qu'on aille dans cette direction-là. Et c'est l'essentiel du message que je veux vous faire passer ce matin, c'est d'accord pour critiquer les lenteurs de la justice pénale internationale, d'accord pour constater ses blocages, d'accord pour critiquer ses limites, pour dire qu'elle est encore bloquée par le constat objectif qu'elle est entre les mains largement d'une société internationale gouvernée par les rapports de force. Mais justement, au lieu de, à la première occasion, enfourcher les discours du gang des voyous, emparons-nous, et là je rejoins ce que disait Gisèle tout à l'heure, emparons-nous de cet instrument nouveau. La Cour pénale internationale, c'est un instrument. De manière générale, les juges sont faits pour être instrumentalisés. C'est important ce que je suis en train de dire. La justice, ce n'est pas quelqu'un, n'est pas une institution qui parle pour elle. La justice est une institution qui est faite pour être saisie par des demandeurs, des plaignants, et à la demande de ces gens-là, dire le droit, éventuellement prononcer des condamnations et dire le droit. La justice, elle est faite pour être instrumentalisée. Instrumentalisons-la à notre tour. Elle est instrumentalisée par le fait qu'elle fait partie d'un processus qui est j'y reviens pas, l'état de la société internationale d'aujourd'hui, mais elle est un processus nouveau, un instrument nouveau. La société internationale, elle a été écrite, l'histoire internationale, elle a été écrite pendant les siècles par les généraux à coups de bataille et par les diplomates à coups de traité. Maintenant, il y a un troisième rédacteur qui tient une plume qui est aussi légitime que les deux autres, c'est le juge qui va dire le droit. Utilisons ce juge, montons des dossiers. Je suis très désolé et triste de ne pas pouvoir être là cet après-midi. Vous allez avoir une session sur Gaza avec mon confrère Gilles Devers voilà, c'est l'exemple de ce qu'il faut faire, monter des dossiers, saisir la cour de dossiers, créer les rapports de force, nous autres ONG, citoyens, intellectuels, qui travaillons sur le terrain politique aussi, qui pouvons saisir avec les ONG, avec les victimes, les aider à saisir la cour pour se plaindre, mais utilisons tous les moyens des ONG, c'est ce que nous disait hier Stéphane Hessel à cette table. Citoyens, créons les rapports de force. Eh bien, créons les rapports de force. Pour moi, l'exemple type, c'est ce qui est en train de se passer sur Gaza. On a d'abord cette petite étincelle qui est allumée par une initiative presque isolée, enfin, une micro-initiative qui est quelques associations qui déposent plainte à La Haye, à la Cour pénale internationale, au bureau du procureur, dans une situation dans laquelle Israël n'a même pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale, donc c'est voué à l'échec au départ. On pourrait se dire, allez, à quoi ça sert, on va encore créer des décisions qui vont créer des déceptions, battons-nous sur un autre terrain. Non, battons-nous sur les terrains les plus impossibles et les plus idéalistes et occupons-les. Et, chose complètement incroyable il y a quelques années, on a un rapport de M. Goldstone qui est un dont on peut penser ce qu'on veut, mais par ailleurs, mais qui est quand même quelqu'un de respecté sur la scène internationale et qu'on ne peut pas critiquer trop frontalement, qui vient de déposer son rapport, qui met les États-Unis au pied du mur, en disant au Conseil de sécurité, donc indirectement aux États-Unis, qui sont ceux qui risquent d'utiliser leur droit de veto, si rien n'est fait dans un délai, je crois, de 6 mois,
le Conseil de sécurité devra saisir la Cour pénale internationale. Les choses ont déjà changé. Le fait qu'aujourd'hui, les États-Unis soient mis au pied du mur par une conjonction d'événements, d'initiatives d'ONG qui font que a été médiatisée une saisine de la Cour pénale internationale sur un État qui n'a pourtant pas ratifié la Cour, le fait que ça ait conduit l'autorité palestinienne à dire « Eh bien moi, en tant qu'autorité palestinienne, après tout, peut-être que je peux exercer une prérogative d'État, bien que l'autorité palestinienne n'ait pas encore été reconnue comme un État sur la scène internationale. Peut-être que je peux exercer une prérogative étatique en reconnaissant la compétence de la Cour sur mon territoire. » La Cour va devoir dire si cette déclaration d'autorité palestinienne est valable ou pas, et si c'est suffisant pour lui donner compétence. C'est intéressant, les choses changent. Et le fait que, dans les mois qui suivent, la médiatisation de tout ça, le fait que le procureur ait déjà été conduit, ait déjà été interrogé dans des conférences de presse, dans des réunions qu'il a tenues, plusieurs fois il a été interrogé, qu'est-ce que vous allez faire sur Gaza? Il a jamais dit, je peux rien faire. Il a dit, j'examine la situation. Alors tout le monde peut dire, effectivement, il prend du temps à examiner les situations, il va bien falloir qu'il se prononce un jour ou l'autre. Oui, il finira par se prononcer. Et si entre-temps, par ailleurs, sur un autre front, le rapport de force conduit les États-Unis à réfléchir, ne serait-ce que ça, je ne dis pas que ça va marcher, je ne dis pas que les États-Unis ne mettront pas leur veto, j'en sais rien, mais on a une nouvelle configuration, on a une nouvelle administration aux États-Unis, une nouvelle administration qui a changé de discours sur la Cour pénale internationale, qui a changé de discours sur le conflit du Moyen-Orient. Des choses impensables il y a 2 ans sont en train de se passer aujourd'hui. Et ne soyons pas aveugles et ne faisons pas semblant que l'existence de la Cour pénale internationale, avec tous ses défauts, y est pour rien. C'est pas vrai. L'existence de la Cour pénale internationale y est pour quelque chose. J'ai déjà quasiment épuisé mon temps de parole et j'ai dit la moitié de ce que j'avais préparé, mais comme j'ai de toute façon pas suivi mes notes, juste un mot. La Cour ne s'attaque jamais aux puissants. La justice pénale internationale ne s'attaque jamais aux puissants. Oui et non. Béchir, c'est pas tout est relatif, mais Milosevic, Taylor, même Bemba, ça a longtemps été vu comme des intouchables. Ils sont plus intouchables. Bemba, il est dans une prison aujourd'hui. Taylor, il est en train d'être jugé. Béchir, je pense que ça va arriver un jour ou l'autre. Pour le moment, il est dans cette période qui pour Taylor a duré quelques années, je crois, entre deux, mais un jour ou l'autre, là encore, les rapports de force politique feront que Béchir tombera, il sera lâché par les siens, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais moi je suis assez confiant là-dessus. Ça, c'est ma nature personnelle, j'oblige personne à avoir une nature confiante. Les intouchables, certains intouchables ont déjà cessé de l'être. Alors, quand on dit les intouchables sont les puissants, en réalité, on parle des Occidentaux. On parle des grandes puissances qui n'ont pas ratifié le statut de Rome, la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Inde. C'est vrai qu'il manque les poids lourds dans cette aventure de la Cour pénale internationale. Par rapport à ça, ne jouons pas au jeu de qui est pour démolir avec le gang des voyous. Construisons. Et moi, j'ai envie de dire que ce pourquoi il faut militer, c'est la ratification massive du statut par tous les États faibles. Lorsque ne manqueront plus que les États puissants, petit à petit, la situation changera. Alors, aux États-Unis, le plus puissant des puissants, c'est les Américains. Regardez, non seulement ils ont retiré leur signature, ils n'ont pas ratifié, mais en plus ils font campagne sur tous leurs alliés pour empêcher leurs alliés de ratifier et de coopérer avec la Cour. Bon, il suffit quelquefois d'un changement de rapport de force à l'intérieur du pays pour voir les choses changer. Il n'y a pas un pays de la planète, je crois que quand j'étais gamin, c'est quelque chose dont on n'était pas sûr. Aujourd'hui, en 2009, c'est quelque chose qu'on sait. Il n'y a pas un pays sur cette planète dont on puisse dire que dans 10 ans, il sera ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y en a pas un. Donc dans 10 ans, les rapports de force pourront avoir changé partout et les conditions être réunies partout pour une ratification. Moi, c'est encore une fois ma nature confiante peut-être, mais je préfère parier là-dessus. Et en attendant de parier, ce qui n'est pas pour le coup ma nature, je préfère agir, agissons pour que les faibles ratifient massivement. Et je voulais donner cet exemple, peut-être comme je suis trop long, je vais m'arrêter là. Le conflit entre la Russie et la Géorgie, c'était l'été 2007 ou 2008, je crois. La Géorgie a ratifié le statut de Rome. Les soldats russes sont entrés sur le territoire de la Géorgie. La Géorgie a déposé des plaintes devant la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre
qu'elle accuse l'armée russe d'avoir commis sur son territoire. La Russie fait partie du petit club des superpuissances qui n'ont pas ratifié le statut. La Russie risque, parce que si le procureur et la Cour estiment qu'elle a commis des crimes de guerre sur le territoire de la Géorgie, la Russie peut tout à fait se retrouver sur le banc des accusés, bien qu'elle n'ait pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale. C'est pas indifférent. La Russie, comment elle a répondu à ça? Elle a commencé à constituer des plaintes contre l'armée géorgienne qu'elle a envoyée au procureur de la Cour pénale internationale. Donc voilà un État qui refuse de ratifier le statut de Rome, mais qui entre de fait dans une logique où elle ne peut plus faire comme si cette Cour n'existait pas. Elle commence à se préparer à se défendre sur les accusations qui sont portées contre elle. Et dans sa stratégie de défense, elle commence à intégrer l'utilisation de la Cour pénale internationale comme un outil. À quoi ça mène, ça? Ma nature confiante, peut-être, encore une fois, à long terme, à très long terme peut-être, mais un jour ou l'autre, ça mène au constat que fera la Russie, qu'il est devenu peut-être de son intérêt de ne pas boycotter cette organisation sur laquelle elle aura d'autant moins d'influence et de pouvoir d'action qu'elle ne fera pas partie de l'Assemblée des États parties. Peut-être qu'un jour ou l'autre, elle se rendra compte qu'il est de son intérêt d'avoir un siège à l'Assemblée des États parties pour participer au vote du budget, pour participer à l'élection du juge, etc. etc. Quand on est obligé par la nature, par l'évolution politique d'une situation, d'un rapport de force, et par le rapport de force créé par le fait que le monde est politique, quand on est obligé de tenir compte de l'existence de ce nouvel acteur, eh bien, le moment arrive, sans doute le plus tard possible, du point de vue de ces gens-là, mais le moment arrive où on a envie il devient de votre intérêt de participer. Donc, créons les conditions en tant que citoyens, ONG, intellectuels, etc., les conditions pour qu'ils deviennent de l'intérêt des puissants de participer à cette Cour pénale internationale et qu'un jour, elle soit véritablement universelle, permanente, et que ce qui constitue ses limites, petit à petit, recule. Faisons reculer les limites au lieu de nous lamenter de leur existence, qui est un fait objectif incontournable. Je termine en disant qu'il y a une autre manière, et je pourrais être d'autant plus bref que Ghislaine l'a abordé, il y a une autre manière de contourner les limites de la justice pénale internationale, c'est de se rappeler, voilà, ne soyons pas des internationalistes romantiques. La justice pénale internationale, c'est pas l'alpha et l'oméga de la paix, de la justice. La justice pénale internationale, c'est un des acteurs, et le statut de Rome l'écrit noir sur blanc, qui est complémentaire avec les justices nationales. Ghislaine l'a dit tout à l'heure, elle a parlé de compétences universelles, elle a rappelé que la responsabilité de poursuivre les crimes internationaux incombe d'abord aux juridictions nationales. Et ces juridictions nationales-là, il nous appartient de les saisir, et il nous appartient de faire en sorte que, si ce n'est pas le cas, en France ce n'est pas le cas, la compétence universelle n'existe pas encore, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais c'est le gros agenda de la coalition française pour la Cour pénale internationale depuis ces dernières années, et encore sans doute pour quelques mois, c'est convaincre nos députés de voter la compétence universelle. Il y a un texte qui est en ce moment sur le bureau de l'Assemblée, Jérôme Lapradel y a fait allusion hier, qui va être débattu, on ne sait pas quand, fin 2009, début 2010 peut-être. La Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, au mois de juillet, aux surprises, divine surprise pour nous ONG, a voté à l'unanimité sous la présidence de Poniatowski, député UMP, on ne s'attendait pas à ça de lui, mais divine surprise, sur un rapport de Nicolas Meline, député UMP, en faveur de la compétence universelle, contre le Sénat qui avait mis toutes sortes de verrous pour empêcher la compétence universelle de fonctionner en France. L'Assemblée, en tout cas la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, nous a entendus, puisqu'on fait du porte-à-porte chez les députés depuis des années, nous a entendus et a dit effectivement, nous la France on est à la traîne, ça fait partie de nos obligations internationales, ça fait partie aussi de notre responsabilité de jouer le jeu de la construction de cette justice pénale internationale qui ne peut pas reposer uniquement sur cette cour un petit peu magique et romantique qui flotterait dans un nuage au-dessus de la planète. Non, c'est juste 18 juges qui sont capables de juger 3-4 affaires par an, sans doute les plus, les plus importantes, les plus emblématiques, mais tout le reste de la criminalité internationale doit passer, tout ça c'est la lutte contre l'impunité, doit passer devant les tribunaux internes des tribunaux nationaux, les tribunaux nationaux des pays où les crimes se commettent, et si c'est pas possible, parce que souvent dans ces pays-là, il y a la guerre, il y a une justice qui est moins indépendante qu'ailleurs, si c'est pas possible dans ces pays-là, compétence universelle que là où le criminel va prendre ses vacances ou va se faire soigner ou vient pour une rencontre X ou Y, eh bien qu'on
puisse lui passer les menottes, l'arrêter et le remettre à un tribunal. C'est du long terme, c'est un petit peu idéaliste, mais ça l'est moins que ça l'a été. Ça avance, ça recule. Jérôme Lapradel parlait hier du recul de la Belgique, du recul de l'Espagne. Bon, la France, on avance un tout petit peu, peut-être qu'un équilibre va se trouver un jour sur quelque chose. Voilà, tout ça c'est du long terme. J'ai été trop long, je suis désolé, j'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais je compléterai dans le débat. J'espère qu'on va me contredire, ce sera intéressant.